Le 29 avril 1945, dans une station-service de Milan, on a pendu 2 corps la tête en bas. Les passants les ont crachés dessus. Ils les ont frappés. Quelqu'un a vidé son pistolet sur l'un d'eux, déjà cadavre. L'homme qui avait promis de reconstruire l'Empire romain, celui qui s'était fait appeler héritier des Césars, celui qui avait brandi le destin de 40 millions d'Italiens comme s'il était sa propriété personnelle, a fini par se balancer devant une foule qui le haïssait avec la même intensité qu'elle l'avait autrefois adoré. Ceci est l'histoire de l'Italie fasciste. 23 ans d'une expérience qui commença avec un forgeron socialiste et un enfant rebelle dans un village de Romagne et finit dans une station-service avec une balle des partisans et un nom que le monde associerait pour toujours à l'échec et à la ruine. Le fils du forgeron, l'origine d'un dictateur. À l'été 1890, dans le petit village de Dovia, appartenant à la commune de Predappio dans la région de Romagne, un enfant de 7 ans a reçu un coup de poing dans la bouche de la part d'un garçon nommé Orsi Giacona, 3 ans plus âgé que lui. L'enfant est tombé parmi les vignes, avec la lèvre en sang et les yeux humides d'humiliation. Il est rentré à la maison en pleurant, et son père, Alessandro Mussolini, forgeron aux mains noires et au tempérament explosif, l'a arrêté contre le mur avec un poing. « Les larmes sont pour les femmes », lui a-t-il grogné. Et ensuite, retourne et enseigne-lui que personne ne touche à un Mussolini. L'enfant est retourné. Il a trouvé une pierre pointue sur le chemin, l'a soulevée et a frappé Orsi 2 fois à l'oreille et 1 fois dans la bouche jusqu'à ce que le plus âgé s'enfuit en criant. Cette nuit-là, le père a applaudi le fils avec la force d'un marteau sur une enclume. Benito Mussolini avait 7 ans et avait déjà appris la première leçon de sa vie. La violence comme réponse au monde. Il est né le 29 juillet 1883. Son nom l'a choisi le père, Alessandro, un homme obsédé par la politique révolutionnaire et les idoles du socialisme international. Il l'a appelé Benito, en honneur à Benito Juárez, le réformateur mexicain qui avait défié l'Empire. Alessandro Mussolini n'était pas n'importe quel forgeron de village. Il avait passé 3 ans en prison pour ses activités avec les anarchistes qui suivaient le russe Mikhail Bakounine et avait été le premier organisateur syndical de toute l'Italie. Sa forge à Dovia était aussi un club politique informel où les travailleurs arrivaient de nuit pour écouter des débats sur Marx, Bakounine et Mazzini, tandis que le feu de la forge illuminait les conversations d'hommes au col rouge et aux casquettes de Garibaldi. Rosa Mussolini, la mère, était tout le contraire. Maîtresse d'école primaire, catholique dévote, silencieuse et patiente. Elle donnait des cours au rez-de-chaussée au-dessus de la forge, tandis que le marteau résonnait sur le sol, et Alessandro discutait politique à grands cris avec les voisins. Les 3 enfants, Benito, Arnaldo et Edwige, ont grandi entre le fracas de l'enclume et les leçons de catéchisme, entre l'athéisme furieux du père et la foi sereine de la mère. Benito était le plus difficile. Sa propre autobiographie le reconnaît sans peine. Il était inquiet, incapable de rester tranquille, enclin aux bagarres. On l'a envoyé à l'internat salésien de Faenza quand il avait 9 ans, et en 2 ans, on l'avait expulsé pour avoir poignardé dans le bras un camarade qui l'avait appelé « ordure anarchiste ». Le directeur des frères, épuisé, a écrit dans le dossier « Son âme est noire comme l'enfer ». Alessandro l'a reçu à la maison avec fierté. Son fils ne s'était pas plié devant les curés. La 2e école, l'Institut magistral de Forlimpopoli, a été plus permissive. Le directeur était Valfredo Carducci, frère du grand poète Giosuè Carducci. Là-bas, Benito a démontré une intelligence soudaine et féroce quand il le voulait. En 1901, il a obtenu les meilleures notes aux examens finaux de toute l'histoire de l'Institut et a été diplômé avec un diplôme de maître d'école primaire. Il avait 18 ans et aucun emploi. La commune de Predappio a rejeté sa candidature comme secrétaire municipal. Le maire conservateur a considéré qu'il était trop jeune et dangereux. Un socialiste dangereux, comme son père. Alessandro Mussolini est allé personnellement insulter le maire. Le jeune Benito a pris un travail provisoire comme maître d'école à Gualtieri sur les bords du Pô. Il a duré 1 an. Le maire du village l'a renvoyé pour ses bagarres avec les jeunes locaux et son comportement inapproprié. C'était le premier emploi et le premier à perdre.
En mai 1902, sans travail, sans argent et avec à peine le courage qu'il a lui-même identifié comme son seul capital, il a traversé la frontière vers la Suisse. Le vagabond de Lausanne, la Suisse est le forgement du caractère. Il est arrivé en Suisse avec un peu plus que les vêtements qu'il portait et une médaille de Karl Marx qu'il portait dans sa poche comme talisman. Ce qu'il a trouvé fut l'humiliation. Les Italiens étaient de la main-d'œuvre bon marché et méprisés dans la Confédération helvétique. Il a travaillé comme manœuvre sur un chantier de construction près d'Orbe, transportant des brouettes de pierre dans une journée de 11 heures sous un soleil sans pitié avec les mains à vif et les pieds empoulés. À la fin de la semaine, l'entrepreneur lui a payé 20 lires au lieu des 30 convenus. « Considère que je te l'ai déjà volé », lui a-t-il dit. Mussolini n'a pas répondu. Il a acheté une paire de chaussures à clous et est parti. À Lausanne, sans argent et sans travail, il a dormi sous le grand pont pendant des jours. Un matin, délirant de faim, il a arraché le déjeuner de la main de 2 touristes anglaises qui mangeaient sur un banc pain, fromage, œufs. Si elles avaient protesté, a-t-il admis des années plus tard dans son autobiographie, je les aurais probablement étranglées. J'étais tellement désespéré par la faim que j'avais presque perdu la raison. On l'a arrêté comme vagabond et il a passé un jour en prison avant que le magistrat ne le somme de quitter Lausanne. Mais la Suisse fut aussi l'université qu'il ne pouvait pas payer. Il a assisté aux conférences de l'économiste Vilfredo Pareto à l'université de Lausanne, dont les leçons l'ont marqué pour toujours. Pareto soutenait que l'histoire n'était pas le résultat inévitable de forces économiques, comme le persistait Marx, mais une série d'accidents produits par des individus avec la capacité de profiter de chaque changement de vent. Le leadership réussi, dans la vision de Pareto, consistait à ajuster le cap rapidement face à chaque nouveau courant. Mussolini a tout absorbé. Ses ennemis l'appelleraient opportuniste et traître de 1000 idéologies. Dans sa tête, il était simplement un élève exemplaire de Pareto. À Zurich, il a rencontré Angelika Balabanov, une femme petite bossue et à la voix rauque qui était l'âme et la force motrice des conspirateurs russes en Suisse. Elle parlait 6 langues, connaissait Lénine et Trotsky, et fut pendant 10 ans la mentor politique de Mussolini. Un soir, dans un café, tandis que les 3 Russes l'observaient comme s'il n'était pas présent, Balabanov l'a analysé à voix haute. Sa faiblesse est qu'il est révolutionnaire seulement parce qu'il déteste être pauvre, non par genuine sympathie avec la classe ouvrière. Et il est trop excitable, trop névrosé. Lénine a hoché la tête. Trotsky a ajusté ses grosses lunettes. « Pourquoi alors t'embêtes-tu avec lui ?» Balabanov a répondu « Il a du feu, de l'éloquence et une capacité de leadership. » Mussolini a écouté, a mangé avec faim et n'a rien dit. On l'a expulsé de 2 cantons pour des discours incendiaires. Il a falsifié son passeport. On l'a déporté à la frontière italienne. Il est retourné en Italie en 1904 protégé par l'amnistie que Victor Emmanuel III avait accordée aux déserteurs et exilés politiques et a accompli le service militaire obligatoire dans le 10e régiment de Bersaglieri à Vérone, l'élite de l'infanterie italienne, connu pour ses plumes de coq vert dans le chapeau et sa marche au double trot. Il a été, selon son propre récit, un soldat modèle. Ses officiers ne pouvaient pas croire que l'agitateur dont le dossier les faisait froncer les sourcils devienne le soldat le plus discipliné de la compagnie. Il n'a pas fini le service. Sa mère, Rosa, est tombée gravement malade et on lui a accordé une permission. Il est arrivé à temps pour voir comment la tête de sa mère s'inclinait lentement et elle mourait. Rosa Mussolini avait moins de 48 ans. Ce fut le coup le plus dur de sa vie, le seul deuil qui l'a renversé sans ressources. Pendant des jours, il n'a pas pu se lever de la chaise devant la cheminée, buvant du vin avec son père et son frère Arnaldo dans le silence de la forge éteinte. Le journaliste de la violence, Davanti au Popolo d'Italia. En 1912, à 29 ans, Benito Mussolini a été nommé directeur du journal Avanti, l'unique quotidien socialiste d'Italie, publié à Milan. C'était la charge la plus importante que le Parti socialiste pouvait offrir. En quelques mois, il a triplé la circulation jusqu'à dépasser les 100 000 exemplaires. Mais août 1914 a tout changé.
L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo a déclenché la Première Guerre mondiale et le Parti socialiste italien a adopté une posture de neutralité absolue. Mussolini, en revanche, est arrivé à la conclusion que l'Italie devait intervenir aux côtés des alliés de la Triple Entente pour en finir avec les empires allemands et austro-hongrois et libérer les territoires du Nord qui parlaient encore italien sous domination étrangère. Le 25 novembre 1914, devant une salle du parti remplie de 3000 militants furieux à Milan, il a été expulsé d'Avanti et du Parti socialiste. Les cris le noyaient. Il a attendu debout sur l'estrade jusqu'à ce qu'il puisse parler. « En croyant que vous m'enlevez ma carte de militant, vous m'enlevez aussi ma foi, mais vous n'avez pas vu le dernier de moi. » Il est descendu de l'estrade, tandis que la salle grondait. Des semaines plus tard, il a fondé le Popolo d'Italia. Les premiers fonds sont venus de sources qu'il nierait toujours, mais que l'histoire a documentées des décennies plus tard. Des fonds industriels français et russes intéressés à ce que l'Italie entre en guerre. Le journal portait un sous-titre qui disait tout « Journal socialiste ». Dans ces pages, il a écrit certaines des lignes les plus ardentes du journalisme italien de l'époque. « Vive la guerre ! Vive la guerre d'Italie ! Vive la guerre en général ! La paix est absurde, ou plutôt une pause dans la guerre. » En mai 1915, l'Italie est entrée dans la guerre et Mussolini, cohérent, a été appelé sous les drapeaux. Il a servi 9 mois en première ligne sur le Carso, les karsts de pierre calcaire au nord-est, l'un des fronts les plus sanguinaires de la guerre. Il est devenu caporal. Le 23 février 1917, un accident de mortier pendant des exercices d'instruction l'a blessé gravement. Avec 40 fragments de shrapnel dans le corps, certains si profonds qu'on n'a jamais pu les extraire. On l'a opéré sans anesthésie à au moins 12 reprises différentes. On l'a réformé en août 1917 et il est retourné au Popolo d'Italia. La guerre lui avait donné quelque chose qu'aucun cours d'oratoire ne pouvait enseigner. Une autorité réelle. Il avait été dans les tranchées. Il avait vu mourir des hommes. Quand il parlait de sacrifice et de sang, il y avait une véracité physique dans ces mots que les orateurs de salon ne pouvaient pas émuler. L'Italie est sortie de la guerre avec 600 000 morts et une victoire que le monde entier a qualifiée de mutilée. Dans les traités de paix de 1919, l'Angleterre et la France ont ignoré les promesses qu'elles avaient faites pour que l'Italie entre en guerre. La Dalmatie est restée à la Yougoslavie, Fiume est resté en litige et les colonies africaines promises ne sont pas arrivées. L'indignation fut profonde et généralisée. Sur cet humus d'humiliation, Mussolini a planté sa graine. Les fascis et la marche sur Rome, l'ascension au pouvoir. Le 23 mars 1919, au numéro 9 de la Piazza San Sepolcro de Milan, Mussolini a convoqué une réunion d'anciens combattants, de syndicalistes révolutionnaires et d'aventuriers de tout type. La majorité portait les marques de la guerre. Cicatrices, membres mutilés, yeux qui regardaient avec la quiétude spécifique de ceux qui ont été trop près de la mort. Il les a appelés à constituer les Fasci Italiani di Combattimento, l'association des combattants italiens. Leur drapeau serait l'insigne des Arditi, les troupes de choc d'élite de la guerre, crâne blanc sur fond noir. Leur uniforme, la chemise noire des travailleurs de Romagne. Leur emblème, le fascio, un faisceau de verge attaché autour d'une hache, le symbole du pouvoir des magistrats romains. Tous les présents se sont levés et ont juré loyauté. Le secrétaire élu fut Cesare Rossi, un ex-syndicaliste. Parmi les autres membres du comité exécutif que Mussolini a sélectionné cet après-midi-là, selon des témoignages postérieurs de Rossi lui-même, au moins 2 avaient des antécédents pénaux. Les fascis n'étaient pas un parti politique au sens conventionnel. C'était une force de choc. Des groupes de chemises noires armées, les squadristi, ont commencé à attaquer les sièges socialistes et syndicaux dans toute l'Italie du Nord. La police arrivait invariablement en retard quand les fascistes avaient déjà fui et qu'il ne restait que les blessés. Le gouvernement de Giolitti, peureux du bolchevisme,
regardait ailleurs ou, pire encore, comme l'a révélé Mussolini plus tard, est arrivé à offrir secrètement le soutien des carabiniers aux fascistes en échange de ce que Mussolini rompe avec D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio, le poète guerrier, était la grande figure romantique de l'irrédentisme italien. En septembre 1919, à la tête d'une poignée d'arditi, il avait occupé Fiume et l'avait réclamé pour l'Italie. L'exploit fit vibrer la nation. Mussolini s'est empressé de monter sur le chariot de la popularité de D'Annunzio, mais quand Giolitti a bloqué Fiume et que le poète a dû se rendre en décembre 1920, Mussolini n'est pas accouru à son secours. Il n'en avait plus besoin. Aux élections de mai 1921, Mussolini a présenté une liste de 34 candidats de fascistes. Ils ont gagné tous avec le contrôle de Milan, Bologne et Ferrare. De 4000 votes humiliants en 1919, il est passé à 178 000. À la tête du congrès fasciste de Naples en octobre 1922, avec 30 000 chemises noires marchant devant lui sur la Piazza del Plebiscito entre clairons et drapeaux, il a lancé l'ultimatum. Ou le gouvernement nous est remis, ou nous le prenons en marchant sur Rome. Le 27 octobre, 3 colonnes de squadristi ont commencé à converger sur la capitale depuis différentes directions. Le Premier ministre Luigi Facta a demandé au roi la déclaration de la loi martiale. Victor Emmanuel III, de 52 ans, peureux de la guerre civile, a refusé de signer. Ce fut une décision qui a scellé le destin de l'Italie pour 23 ans. Mussolini a attendu dans son bureau de Milan. L'appel de l'aide de camp du roi est arrivé. Sa Majesté l'invitait à Rome à former le gouvernement. Il a appelé la rédaction du Popolo d'Italia. Arrêtez les rotatives. Un nouveau titre. Mussolini, nouveau Premier ministre. Il a pris le train de nuit. Il est arrivé à Rome avec la chemise noire. S'est excusé auprès du roi. Je viens directement du champ de bataille. Les troupes fascistes sont entrées à Rome le 30 octobre 1922, dans une marche triomphale de 5 heures devant le palais royal. Mussolini avait 39 ans. Cela avait fonctionné. L'homme qui dormait sous un pont à Lausanne avec une médaille de Marx dans la poche était maintenant le Premier ministre d'Italie. L'Eudus, construction de la dictature. Mussolini est arrivé à la tête du gouvernement sans aucun programme concret. Il l'a admis avec une brutalité caractéristique. Les imbéciles demandent toujours des programmes. Notre programme est simple. Nous voulons gouverner l'Italie. La seule idéologie cohérente qu'il avait était le pouvoir, et la tâche immédiate était de le consolider. Il l'a fait avec une méthodologie qu'observerait, avec dégoût mélangé d'admiration, un jeune agitateur de Munich, étape par étape, sans se presser, éliminant chaque levier de l'État libre et en le substituant par un engrenage fasciste. D'abord, la loyauté visible. Le même jour de son premier cabinet, il a nommé comme ministre des représentants de tous les partis pour ne pas effrayer le roi ni les modérés. Mais il s'est réservé pour lui-même les portefeuilles de président du Conseil, ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères. 3 ministères dans une seule personne, le pouvoir réel, indivis. Ensuite, la force. Les squadristi ont été convertis en militia volontaria per la sicurezza nazionale, la milice nationale, financée par l'État, mais loyale seulement aux ducs. 150 000 hommes armés qui ne répondaient pas à l'armée royale ni au Parlement. C'était son armée privée, légalisée. Après, la violence politique systématisée. Cesare Rossi a organisé la Cheka, la police secrète fasciste, inspirée explicitement de la soviétique. Ces opérateurs recevaient des listes de citoyens marqués pour agression, torture ou assassinat. Dans toute l'Italie, des hommes étaient assassinés dans des rues, hôpitaux, salles de classe et prisons. Les fonctionnaires qui avaient critiqué Mussolini étaient déshabillés et promenés par les places. On utilisait de l'huile de ricin pour humilier les opposants. On la leur versait de force par un entonnoir tandis que le sujet était immobilisé. Le 10 juin 1924, le député socialiste Giacomo Matteotti a été kidnappé dans une rue de Rome par 5 hommes qui l'ont introduit de force dans une automobile. Matteotti avait prononcé des jours avant le discours le plus dévastateur d'opposition au régime.
documentant les fraudes électorales, les crimes de la Tchéka et les accords secrets avec les industriels. Son corps est apparu enterré à 12 km de Rome 12 jours après le kidnapping. Le chef des kidnappeurs était Amerigo Dumini, un délinquant d'origine américaine qui avait l'habitude de se présenter comme Dumini 11 assassinats. L'indignation fut totale. Les 5 principaux partis d'opposition ont abandonné le Parlement dans ce qu'ils ont appelé l'Aventin, émulant les plébéiens de la Rome antique. Les affiches avec l'image de Mussolini ont été arrachées ou peintes avec le mot « assassin ». Le cardinal Maffei de Pise a télégraphié « Comme prêtre, je pleure. Comme Italien, j'ai honte ». Le Corriere della Sera a demandé la démission immédiate. Mussolini a été au bord de l'effondrement. Pour la première fois depuis qu'il avait le pouvoir, il a craint de le perdre. Mais l'opposition a commis l'erreur fatale de croire qu'il suffisait de sortir du Parlement pour que le roi agisse. Victor Emmanuel n'a pas agi. Et Mussolini a survécu. Le 3 janvier 1925, il est monté sur l'estrade du Parlement et a prononcé le discours le plus audacieux de sa carrière. Si le fascisme a été une association de criminels, je suis le chef de ces criminels. La responsabilité politique, morale, historique est mienne. L'Italie veut paix et tranquillité, travail et calme. Nous lui donnerons avec l'amour si c'est possible, avec la force si c'est nécessaire. Ce même après-midi, il a télégraphié au préfet de toute l'Italie. En 48 heures, il devait détruire tous les partis, journaux et organisations d'opposition qui fonctionnaient encore. La dictature était officielle. L'État totalitaire, l'Italie que Mussolini a construite. Tout dans l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État. Ce fut la phrase que Mussolini a utilisée en 1925 pour décrire ce qu'il voulait construire, et il fut aussi le premier dictateur moderne à adopter le terme totalitaire comme quelque chose de positif, comme une aspiration. Entre 1925 et 1929, il a démonté systématiquement chaque institution qui pourrait devenir un contrepoids. Les syndicats indépendants furent remplacés par des syndicats fascistes, sans droit de grève. La presse fut soumise à une censure totale. Les journalistes recevaient des feuilles d'instruction quotidiennes sur quel sujet traiter et sur quel ton. L'appareil judiciaire fut réorganisé pour inclure un tribunal spécial pour la défense de l'État, devant lequel comparaissaient les opposants accusés de crimes contre la nation fasciste. L'Ovra, héritière de la Tchéka mais légalisée, a grandi jusqu'à avoir plus de 100 000 opérateurs. Entre agents secrets italiens, ils ont crié « communisme ». Il a répondu « non, syndicalisme. Si je contrôle les travailleurs d'en haut, vous n'aurez plus jamais besoin de craindre leurs syndicats ni leurs grèves. » Le leader des industriels lui a tendu la main. « Mussolini, vous êtes un génie. » Il a organisé le Dopolavoro, un réseau de clubs ouvriers qui fournissait des sports, cinéma en plein air, théâtre, excursions, installations sportives. Au sommet de sa popularité, le Dopolavoro comptait des millions de membres et était l'institution récréative la plus grande d'Europe. La Balia fut l'autre pièce du puzzle, une organisation juvénile obligatoire pour des enfants de 6 à 16 ans vêtus de chemises noires, entraînés dans des exercices militaires, endoctrinés dans la gloire de Rome et la grandeur d'Île Douce. Livre et fusil, parfait fasciste, était la devise. Mussolini a compris quelque chose que les dictateurs postérieurs copieraient. Le contrôle de l'enfance garantissait le contrôle du futur. En 1929, il a signé les accords du Latran avec le Vatican qui reconnaissait la Cité du Vatican comme État indépendant et établissait le catholicisme comme religion officielle d'Italie. En échange, le pape légitimait le régime. Le cardinal Pacelli, futur Pie XII, est arrivé à appeler Mussolini le plus cultivé restaurateur de la Rome impériale. Ce fut le plus grand coup de légitimité religieuse qu'aucun gouvernement laïque italien avait reçu depuis l'unification. La devise peinte en lettres noires sur tous les murs, les quais et les pentes des montagnes d'Italie résumait le projet. Croire, obéir, combattre. Il a ordonné de le fixer dans chaque recoin du pays avec la persistance de celui qui sait que la répétition est la mère de la conviction.
Le Mare Nostrum, impérialisme et le rêve africain. En 1927, Mussolini a parlé au Parlement avec une phrase qui définissait sa vision. L'Italie devait avoir prête la capacité de mobiliser 5 millions d'hommes. C'était une nation avec 40 millions d'habitants, sans matières premières suffisantes, sans colonies rentables, emprisonnée dans la Méditerranée. Sa sortie était l'expansion. Le premier mouvement fut diplomatique. L'Albanie a été convertie en satellite italien par le traité de Tirana de 1926, sans tirer un seul coup. Le roi Zog a signé les traités qui remettaient à l'Italie le contrôle de facto de la politique étrangère albanaise en échange de soutien financier et militaire. C'était une victoire propre, du type que Mussolini préférait avant 1935. Des conquêtes qui ne coûtent pas de sang italien visible. Mais le sang arriverait. En octobre 1935, il est apparu sur le balcon du Palazzo Venezia en uniforme de gala pour annoncer que l'Italie déclarait la guerre à l'Éthiopie, qu'il continuait à appeler par son nom ancien, Abyssinie. Les raisons étaient diverses et entrelacées. Une défaite historique pesait sur l'Italie depuis 1896. À Adoua, l'armée du général Oreste Baratieri avait été annihilée par les troupes du Négus Ménélique II dans la plus grande défaite coloniale d'une puissance européenne en Afrique. 40 ans après, l'Italie voulait laver cet affront. Et Mussolini avait besoin en outre d'une soupape d'échappement pour une économie qui commençait à se ressentir, une colonie où relocaliser le million d'Italiens qu'il considérait excédent et, surtout, une victoire militaire qui démontre au monde et à son propre peuple que l'Italie fasciste était une puissance de premier ordre. Le commandant désigné fut le général Emilio de Bono, vétéran de la Première Guerre mondiale et l'un des triumvirs de la marche sur Rome. Mussolini a accroché une énorme carte d'Éthiopie sur le mur de la Villa Torlonia et passait des heures à bouger des petits drapeaux, envoyant des télégrammes contradictoires à de Bono qui le laissait paralysé. L'avancée était lente. La presse internationale a commencé à se moquer. En décembre 1935, il a remplacé de Bono par le maréchal Pietro Badoglio, qui était ce que de Bono n'était pas, un professionnel sans patience pour les télégrammes de Rome. Quand Mussolini continuait à les envoyer, Badoglio les froissait avec un geste de dédain et a répondu fameusement « Laissez-moi tranquille si vous voulez une victoire ». Badoglio l'a obtenue, mais non sans coûter à la réputation internationale de l'Italie ce que Mussolini avait gagné politiquement. L'artillerie italienne a tiré des projectiles avec du gaz moutarde sur les troupes du Négus Haïlé Sélassié, causant plus de 30 000 pertes parmi les soldats éthiopiens. Les avions ont bombardé et mitraillé des tentes avec la Croix-Rouge suédoise. La Suède a protesté formellement. L'Italie a répondu avec sarcasme « Nos pilotes devraient-ils remplir les bombes avec de l'eau de Cologne ?» Le 1er mai 1936, Haïlé Sélassié s'est échappé sur un croiseur britannique. Mussolini a annoncé la conquête. « Les jours des Césars sont revenus », a-t-il crié depuis le balcon du Palazzo Venezia, tandis que la foule grondait « Du empereur, du empereur !» Badoglio fut nommé vice-roi d'Éthiopie et duc d'Addis Abeba. Mussolini s'est autoproclamé premier maréchal du royaume d'Italie, expropriant le seul titre qui, par tradition, appartenait au roi Victor Emmanuel. Le monarque s'est mordu la lèvre. Il ne pardonnerait jamais cette humiliation. La conquête de l'Éthiopie fut en réalité le point où la chute a commencé. La Ligue des Nations a voté des sanctions économiques contre l'Italie, que l'aval de France s'est chargé de vider de contenu par la porte arrière. Mais l'épisode a éloigné l'Italie de la France et de la Grande-Bretagne et l'a poussé plus près de l'Allemagne d'Adolf Hitler, qui depuis janvier 1933 gouvernait le pays le plus puissant du continent européen. La Caisse Rome-Berlin, l'alliance qui l'a condamné. La première fois que Mussolini et Hitler se sont vus fut en juin 1934, à la Villa d'Istra, près de Venise. Mussolini est arrivé en uniforme fasciste. Hitler est arrivé en costume civil et imperméable. Ils sont restés ensemble plusieurs jours. Mussolini est sorti de la réunion convaincu que Hitler était, comme il l'a dit à Rachel après, un authentique fou. Des idées sauvages jaillissent de sa bouche, l'une après l'autre. Et il est obsédé par cette manie allemande, l'antisémitisme. Mais les dynamiques du pouvoir ont leur propre logique. Un mois après la réunion,
Les nazis autrichiens ont assassiné le chancelier Engelbert Dollfuss, ami personnel de Mussolini. Ildus a déplacé 2 divisions italiennes à la frontière du Brenner comme avertissement à Hitler pour qu'il n'essaie pas d'occuper l'Autriche. Ce fut le moment où il aurait pu rompre avec l'Allemagne de manière définitive. En revanche, il a attendu un signal de soutien de Londres et Paris qui n'est jamais venu. « Ils m'ont déçu », a-t-il dit à Rachel, amer. Leur apathie peut encourager Hitler. La chaîne d'événements qui a suivi s'est développée avec une logique implacable. La conquête de l'Éthiopie et les sanctions de la Ligue des Nations avaient détérioré les relations avec les démocraties occidentales. Hitler a offert un soutien solidaire à l'Italie quand tout le monde la condamnait. En octobre 1936, l'Italie et l'Allemagne ont officialisé l'axe Rome-Berlin. En septembre 1937, Mussolini a visité Berlin et a été intimidé par le défilé de la machinerie belliqueuse allemande, les Panzers, les Stuka, les régiments de la Wehrmacht, marchant avec une précision mécanique que l'Italie fasciste ne pouvait même pas rêver de répliquer. Il est rentré de Berlin déprimé. Il n'était plus le maître. Le pupille l'avait surpassé de manière écrasante. Il a confié à Galeazzo Ciano, son gendre et ministre des Affaires étrangères. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons tout simplement pas de loin la force de l'Allemagne. Notre seule protection réelle contre une invasion allemande réside dans le fait d'être allié de l'Allemagne. C'était une admission de faiblesse qu'il n'aurait faite devant personne d'autre. Le pacte d'acier, signé le 22 mai 1939, fut la formalisation de ce qui était devenu inévitable. L'Italie et l'Allemagne s'engageaient à se soutenir mutuellement en cas de guerre, peu importe les circonstances. Ce fut Ciano qui a compris le piège. Avec ce pacte, Mussolini a livré l'Italie à Hitler. La décision d'aller à la guerre ou non n'est plus la nôtre. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne. La Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Mussolini, qui n'était pas préparé militairement, a déclaré la non-belligérance italienne, une posture qui ne satisfaisait personne. Ce n'était pas la neutralité qui lui aurait donné une certaine indépendance, mais un limbe qui mettait en évidence sa dépendance aux succès allemands pour entrer dans le conflit au moment qui lui paraîtrait le plus avantageux. Le moment qu'il a estimé le plus avantageux est arrivé le 10 juin 1940. La France était à genoux. Les troupes allemandes étaient entrées à Paris 4 jours plus tôt. Mussolini a parié que l'Angleterre suivrait la France dans la capitulation. Cet après-midi-là, il a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne et à la France depuis le balcon du Palazzo Venezia. Winston Churchill, qui venait d'assumer comme Premier ministre de Grande-Bretagne, a dit devant le Parlement que dans aucun pays du monde, une décision aussi grave n'avait été prise avec si peu de réflexion. Le pari fut le plus désastreux de sa vie. La guerre parallèle, les défaites que personne n'attendait. En juin 1940, l'état de l'armée italienne était le secret le mieux gardé d'Europe. Ses chefs militaires le savaient, ses propres maréchaux le savaient. Mussolini le soupçonnait, mais préférait l'ignorer. Sur le papier, l'Italie avait une armée de millions d'hommes. La réalité était différente. La plus grande partie des divisions italiennes existaient seulement comme des noms sur des listes d'état-major. Elles manquaient d'équipements de base, de motorisation suffisante, d'artillerie moderne. Les troupes avaient rarement assez d'eau en Afrique. Elles manquaient souvent de radios qui fonctionnaient. La Regia Aeronautica opérait en grande partie avec des avions biplans que les pilotes britanniques, canadiens et australiens du Hurricane et du Spitfire classaient comme désuets dans le meilleur des cas. La Regia Marina, la branche la plus moderne des forces armées italiennes, manquait de porte-avions et de radars. Un détail qui soulignait la brèche technologique. Alors que la Royal Navy avait doté depuis 1939 la majorité de ses grands navires de guerre de systèmes de radars de surface et aériens, il n'existait pas un seul détecteur radar dans toute la flotte italienne quand la guerre a commencé en juin 1940. En Afrique du Nord, Mussolini a ordonné au maréchal Rodolfo Graziani, commandant de la 10e armée italienne en Libye, d'avancer sur l'Égypte. Graziani savait que c'était une manœuvre téméraire. Il avait communiqué par écrit à Rome que son armée manquait de la motorisation nécessaire pour soutenir une offensive dans le désert. Les 4/5 de ses divisions étaient d'infanterie à pied, dans un théâtre où la guerre était essentiellement de mouvement et où les distances entre les points d'eau mesuraient des centaines de kilomètres. Mussolini l'a ignoré. En septembre 1940,
Il a traversé la frontière avec 80 000 hommes, a avancé d'environ 90 km jusqu'à la localité côtière de Sidi Barrani en territoire égyptien et s'est arrêté. 7 camps dispersés ont été construits dans le désert. Les troupes ont attendu. Graziani a télégraphié à Rome que la logistique était impossible pour continuer de l'avant sans une période de consolidation de plusieurs semaines. En décembre 1940, le général Richard O'Connor a lancé l'opération Compass avec à peine 36 000 hommes de la Western Desert Force britannique. En 2 mois, il a détruit 2 armées italiennes complètes. Dès février 1941, 133 000 soldats italiens avaient été capturés et le reste avait été repoussé presque jusqu'à Tripoli, à 1300 km de distance. La vitesse de l'effondrement a surpris même les Britanniques eux-mêmes, qui ont arrêté leur avance non pas par résistance italienne, mais parce que Whitehall a décidé d'envoyer des troupes en Grèce. Hitler a dû envoyer Erwin Rommel avec l'Africa Corps pour éviter que les Italiens ne perdent toute la Libye. En Grèce, la situation fut pire en termes de prestige. Mussolini a envahi depuis l'Albanie le 28 octobre 1940, sans informer Hitler au préalable. « Hitler me met toujours devant des faits accomplis », avait-il dit à Ciano. « Cette fois, je lui en mettrai un. » Les Grecs ont résisté avec une férocité que les Italiens n'avaient pas prévue. Vers la fin novembre, non seulement ils avaient arrêté l'invasion dans les montagnes de l'Épire, mais ils avaient repoussé les Italiens de retour vers l'Albanie, récupérant jusqu'à un quart du territoire albanais que contrôlaient auparavant les Italiens. Dès décembre 1940, les Grecs avaient pris la ville de Gjirokastër. Au début de 1941, la situation était si critique que Mussolini a dû envoyer des renforts urgents et relever le général Sebastiano Visconti Prasca, qui avait planifié l'opération, par le maréchal Ugo Cavallero. La presse mondiale a ridiculisé la débâcle. Hitler a dû interrompre ses préparatifs pour Barberousse et destiner des forces additionnelles aux Balkans au printemps 1941 pour secourir son allié, ce qui, selon plusieurs historiens allemands, a retardé le début de l'invasion de l'Union soviétique de plusieurs semaines cruciales. En Afrique orientale italienne, composée de l'Éthiopie, de l'Érythrée et de la Somalie italienne, le tableau était également sombre. Les Italiens y avaient théoriquement plus de 350 000 hommes sous le commandement du duc d'Aoste, Amedeo di Savoia Aosta. Mais l'immense majorité étaient des troupes coloniales, avec un armement désuet, et les forces italiennes régulières manquaient du support logistique pour soutenir des opérations prolongées loin de leur base. Les attaques britanniques depuis le Soudan et le Kenya ont commencé en janvier 1941. Dès mai, les forces italiennes avaient été complètement défaites. Le duc d'Aoste a rendu le dernier réduit à Amba Alagi le 16 mai 1941 avec les honneurs de la guerre, dans l'une des rares capitulations honorables de toute la campagne italienne. Sur mer, la Royal Navy a lancé l'attaque de Tarente la nuit du 11 au 12 novembre 1940. 21 torpilleurs biplans Swordfish, embarqués sur le porte-avions HMS Illustrious, ont attaqué en 2 vagues la base navale italienne où était ancrée la majeure partie de la flotte. Ils ont coulé le cuirassé Comte di Cavour, endommagé gravement le Littorio et le Caio Duilio et mis hors de combat temporairement 2 croiseurs et 2 destroyers. Tout cela au coup de 2 avions abattus. L'amiral Yamamoto a étudié l'attaque avec attention avant de planifier Pearl Harbor. En mars 1941, la bataille du Cap Matapan a coûté à la Regia Marina 3 croiseurs pesants, le Zara, le Pola et le Fiume, et 2 destroyers coulés en une seule rencontre nocturne dans laquelle les Britanniques ont utilisé leur radar pour se placer en position de tir sans être détectés. La Regia Marina ne serait plus une force offensive effective de toute la guerre. Sur le front de l'Est, la détérioration fut également catastrophique. Le corps d'expédition italien, envoyé en juin 1941, avec 3 divisions et 62 000 hommes sous le commandement du général Francesco Zingales, s'est élargi progressivement pour devenir l'Armir, l'armée italienne en Russie, avec 8 divisions et plus de 200 000 hommes à l'automne 1942.
Les divisions italiennes sur le front de l'Est manquaient d'armes anti-chars adéquates pour faire face aux T-34 soviétiques. Leurs canons de 47 mm étaient efficaces contre les chars légers, mais pratiquement inutiles contre le blindage du T-34. Beaucoup de leurs véhicules n'avaient pas de chauffage. Dans l'hiver russe de 1942 à 1943, avec des températures atteignant 45 degrés sous zéro, les huiles de moteur congelaient et les moteurs ne démarraient pas. Les bottes des soldats italiens, conçues pour la Méditerranée, n'étaient pas adaptées pour la steppe russe. Pendant la contre-offensive soviétique de novembre 1942, qui a scellé l'encerclement de Stalingrad, les lignes italiennes du Don furent rompues dans l'opération nommée Petit Saturne. Entre décembre 1942 et janvier 1943, l'Armyr fut virtuellement détruite. Les registres du ministère de la Défense italien publiés des décennies plus tard ont fixé les pertes totales autour de 130 000 hommes entre morts, blessés et capturés, bien que des estimations plus larges atteignent des chiffres supérieurs. Les survivants ont réalisé à pied une retraite de centaines de kilomètres en plein hiver, et ceux qui sont rentrés en Italie racontaient l'horreur des attaques blindées soviétiques sur des lignes qui n'avaient que des fusils de la guerre précédente et des tranchées sans isolation. Un soldat survivant, Eugenio Corti, le documenterait des années plus tard dans son témoignage « I più non ritornano ». C'était la débandade, la fin du monde, le grand retour que nous avions tous redouté. Le 11 décembre 1941, 4 jours après Pearl Harbor, Mussolini et Hitler ont déclaré conjointement la guerre aux États-Unis d'Amérique. C'était une décision que Mussolini a prise par pure loyauté envers l'allié allemand et par le calcul que les Américains seraient trop occupés avec le Japon pour intervenir décisivement en Europe à court terme. Ce fut une erreur de proportions historiques. 4 mois plus tard, le général George Marshall commençait à envoyer les premières troupes américaines en Grande-Bretagne. 18 mois plus tard, ces troupes débarqueraient sur les plages de Sicile. Et avec cela, l'illusion de la guerre parallèle que Mussolini avait rêvée, une guerre méditerranéenne et impériale en marge des grands conflits européens où l'Italie pourrait briller de sa propre lumière, est restée définitivement ensevelie sous le sable du désert libyen, la neige de la steppe russe et les fonds de la Méditerranée. À Sicile 1943, l'invasion qui a scellé le destin de l'Italie. En mai 1943, après 6 mois de campagne tunisienne, les forces de l'Axe en Afrique se sont rendues. Plus de 250 000 soldats allemands et italiens sont tombés prisonniers au Cap Bon, y compris le général Jürgen von Arnim. C'était le plus grand désastre de l'Axe depuis Stalingrad. Les Alliés avaient maintenant la domination de la Méditerranée. La question suivante était où porter le coup suivant en Europe. La Sicile était la réponse logique. À peine 140 km de canal séparaient la Tunisie de l'île. Et la Sicile était l'Italie, la première fissure dans la forteresse Europe. L'opération Husky, le nom de code de l'invasion de la Sicile, a été approuvée à la conférence de Casablanca en janvier 1943. Le commandant suprême serait le général Dwight D. Eisenhower. Les forces terrestres, sous le commandement du général Sir Harold Alexander, se divisaient en 2 armées. La 8e armée britannique du général Bernard Montgomery et la 7e armée américaine du général George S. Patton. La date choisie était le 10 juillet 1943. La défense de la Sicile était théoriquement à la charge de 200 000 soldats italiens, renforcés par 2 divisions allemandes. La 15e Panzergrenadier Division et la division blindée Hermann Göring. Le général allemand à charge de coordonner la défense, l'excentrique Oberst Ernst Günther Bade, connu par son kilt écossais et son claymore, était une figure qui générait du respect parmi ses propres troupes, mais qui opérait dans un système de commandement italien-allemand qui n'a jamais cessé de fonctionner avec une friction constante et une méfiance mutuelle. Hollande décrit dans Sicilie 43 le dilemme stratégique. L'île triangulaire, dominée au nord-est par le volcan Etna de 3340 mètres, avait des aérodromes au nord, au sud et au centre. L'objectif final était Messine, dans le détroit qui sépare la Sicile de la péninsule italienne, à travers lequel coulaient tous les approvisionnements et renforts de l'Axe.
Mais Messine était fortement défendue, d'accès difficile et hors de portée de la couverture aérienne depuis Malte et la Tunisie. Le plan final, après des mois de disputes entre les commandants alliés dans lesquels Montgomery a joué un rôle perturbateur mais finalement constructif, a concentré les forces sur la côte sud et sud-est. La 8e armée débarquerait dans la zone d'Avola et Syracuse et la 7e armée à Gela et Licata. L'opération a requis 2590 navires de transport et de guerre, 4000 aéronefs et 160 000 soldats dans la première vague. La nuit du 9 au 10 juillet fut violente. Les vents méditerranéens, qui ont frôlé les 45 km/h, ont détruit beaucoup des formations de parachutistes et planeurs. Les Anglais de la 1re brigade de parachutistes et les Américains de la 82e division aéroportée sont restés dispersés le long de dizaines de kilomètres. Beaucoup sont tombés à la mer, d'autres ont atterri à des kilomètres de l'objectif. Mais le 10 juillet a pointé et les soldats ont commencé à débarquer. Les troupes italiennes sur les plages ont été en général la partie la plus faible de la défense. Beaucoup des soldats étaient des Siciliens qui portaient des années à voir leurs terres bombardées et dont les familles vivaient sous le feu allié. Ceux qui ont trouvé une résistance tenace étaient des minorités. La majeure partie des commandants siciliens, comme l'enregistre Hollande, rapportaient que les Italiens du continent avaient plus de volonté de combattre que les soldats locaux. Un point d'appui italien à Pontedirillo a résisté pendant plusieurs jours. D'autres se sont effondrés avec une rapidité que les Allemands eux-mêmes considéraient honteuse. Les Allemands ont combattu d'une autre manière. La division Hermann Göring a contre-attaqué à Gela le 11 juillet avec des chars Tiger et Panzer IV. À un moment, les Américains du général Terry de la Mesa Allen ont eu les chars à moins de 2 km des plages de débarquement. Les artilleurs de la 1re division d'infanterie, la Big Red One, et le feu naval du croiseur USS Brooklyn ont arrêté la contre-attaque. Ce fut l'un des moments les plus critiques de toute l'opération. 38 jours après les débarquements, le 17 août 1943, le dernier soldat allemand a traversé le détroit de Messine vers l'Italie continentale. La bataille de Sicile avait terminé. Les Alliés avaient conquis l'île, mais la défaite de Sicile avait déjà une conséquence qui la précédait de 3 semaines. La chute du DUS, la nuit du 25 juillet 1943. Dans les années qui précédaient la Seconde Guerre mondiale, la relation de Mussolini avec la réalité s'est détériorée de manière graduelle et inexorable. Les généraux qui lui apportaient de mauvaises nouvelles apprenaient qu'il était mieux de ne pas les apporter. Les ministres qui signalaient les limitations des ressources italiennes étaient ignorés ou remplacés. Le DUS s'était entouré d'adulateurs qui confirmaient ces illusions, et les illusions avaient pris le contrôle. Mais en été 1943, les réalités étaient trop brutales pour s'ignorer. Les Alliés avaient débarqué en Sicile. Rome avait été bombardée le 19 juillet 1943, la première fois que la capitale italienne subissait une attaque aérienne massive. 1000 bombardiers alliés ont déchargé leurs charges sur le nœud ferroviaire de San Lorenzo et les quartiers environnants. Plus de 2000 personnes sont mortes. Des quartiers entiers sont restés détruits. La basilique de San Lorenzo Fuori le Mura, l'une des églises les plus anciennes de la chrétienté, fut gravement endommagée. Les foules dans les rues ne criaient pas « DUS » mais réclamaient la paix. Les piliers même du régime étaient en train de se craqueler. Le Grand Conseil du fascisme, que Mussolini avait converti en un organisme purement décoratif pendant des années, fut convoqué pour le 24 juillet. Les historiens ont débattu pendant des décennies combien Mussolini savait de ce qui allait arriver dans cette réunion. Galeazzo Ciano, son propre gendre, avait été en conversation avec les groupes qui planifiaient la motion de censure. Le maréchal Pietro Badoglio, qui allait le remplacer, avait été contacté par les conspirateurs des semaines auparavant. Le roi Victor Emmanuel, le monarque que Mussolini avait humilié et ignoré pendant des années, était au courant. La réunion du Grand Conseil a commencé à 17h le 24 juillet et s'est prolongée jusqu'à 2h le 25 juillet. Le député Dino Grandi a présenté une motion demandant que Mussolini rende le commandement des forces armées au roi et que le Grand Conseil récupère ses pouvoirs constitutionnels. Ce fut une motion de méfiance formulée avec le langage bureaucratique de la restauration institutionnelle.
Mussolini a parlé pendant 2 heures. C'était l'oratoire d'un homme qui avait perdu le tranchant, répétitif, défensif, sans l'énergie qui l'avait fait légendaire. La motion fut votée à 2 heures du matin le 25 juillet. 19 votes en faveur, 7 contre, une abstention. Galeazzo Ciano a voté contre son beau-père. Le lendemain, 25 juillet 1943, Mussolini est allé au Palais Royal pour informer le roi. Victor Emmanuel l'attendait dans le jardin. Ce fut une conversation brève. « La situation est irréparable », lui a dit le roi, selon les mémoires postérieures de Badoglio. « En ce moment, je suis l'homme le plus haï d'Italie. » Mussolini a répondu « Ils ont voté contre moi. » Le roi lui a annoncé qu'il avait désigné le maréchal Pietro Badoglio comme nouveau chef de gouvernement. En sortant du palais, un capitaine de carabinieri s'est approché de Mussolini avec un geste courtois. Il avait des ordres de l'accompagner. Ils l'ont monté dans une ambulance. Il fut transféré à l'île de Ponza et puis à l'hôtel Campo Imperatore, en haut du massif du Grand Sasso, dans les Apennins, à 2130 mètres d'altitude. Quand la radio a annoncé l'arrestation de Mussolini cette nuit du 25 juillet, le peuple italien est sorti dans les rues pour célébrer. À Milan, à Rome, à Naples, des foules ont renversé des statues du Duce, brûlé des sièges du parti fasciste, arraché les emblèmes du gouvernement des édifices publics. La joie était celle de celui qui croit que la guerre a terminé. Elle n'avait pas terminé. Elle était entrée dans sa phase la plus sanglante pour l'Italie. L'armistice et la trahison. L'Italie entre deux feux. Badoglio a annoncé que la guerre continue. C'était ce qu'il devait dire pour ne pas provoquer une réponse militaire allemande immédiate, bien que dans son bureau il avait déjà envoyé des émissaires secrets aux Alliés pour négocier. La phrase n'a trompé personne, ni les Allemands, qui ont commencé à renforcer leurs troupes en Italie à travers le Brenner à un rythme d'une division par semaine, ni les Alliés, qui savaient que l'Italie voulait sortir de la guerre. Le général Giuseppe Castellano, jeune et brillant officier de l'état-major, a voyagé à Madrid et puis à Lisbonne avec un passeport faux au nom de Raymond Dimas pour faire contact avec les Alliés. Il s'est réuni avec l'ambassadeur britannique en Espagne, Sir Samuel Howard, le 15 août 1943. La situation italienne était désespérée. Les Allemands avaient apporté déjà 13 divisions en Italie et d'autres arrivaient. L'armée italienne, bien que nombreuse sur le papier, était mal équipée et son moral était un désastre. La Regia Aeronautica avait pratiquement cessé d'exister comme force de combat. L'Italie avait besoin que les Alliés débarquent avec une force suffisante dans la péninsule pour que les troupes italiennes puissent changer de camp et combattre aux côtés d'eux contre les Allemands. Les Alliés ont accepté de négocier, mais avec des conditions très dures. L'armistice, connu comme l'armistice de Cassibile, fut signé secrètement le 3 septembre 1943, le jour même où la 8e armée de Montgomery traversait le détroit de Messine et mettait pied sur la terre continentale italienne avec l'opération Baytown. 6 jours après, le 8 septembre à 18h30, les haut-parleurs de radio de toute l'Italie ont transmis la voix de Badoglio. Le gouvernement italien, reconnaissant l'impossibilité de continuer la lutte inégale contre la puissance écrasante de l'adversaire, dans le but d'éviter des dommages postérieurs et plus graves à la nation, a demandé un armistice au général Eisenhower. La réaction populaire fut de jubilation. La réaction militaire allemande fut immédiate et calculée. Hitler avait prévu la trahison italienne. L'opération Axe, le plan allemand pour désarmer les forces italiennes en cas de changement de camp, fut exécuté avec une efficacité brutale. En question d'heures, en Italie, dans les Balkans, en Grèce, en Corse et dans toute l'ère méditerranéenne, les unités allemandes ont entouré et désarmé les divisions italiennes. Dans beaucoup de cas, il y eut de la résistance et les Allemands ont répondu sans pitié. La division Aki, sur l'île de Céphalonie, a résisté pendant 9 jours en combat ouvert contre la première division de montagne allemande. Quand elle est tombée, les Allemands ont exécuté plus de 4000 prisonniers italiens, y compris le général Antonio Gandin. Ce fut l'un des crimes de guerre les plus massifs du théâtre méditerranéen. À Rome, le roi et Badoglio ont fui au sud à l'aube du 9 septembre. Ils n'ont pas donné d'instructions aux commandants militaires sur ce qu'ils devaient de faire. L'abandon de la capitale fut total et honteux.
Les généraux qui devaient te défendre la ville ne savaient pas s'ils devaient te combattre ou se rendre ni contre qui le premier était possible. Les divisions allemandes ont occupé Rome le 10 septembre. Ce même matin du 9 septembre à 3h30, les premiers soldats de la 5e armée américaine du général Mark Clark commençaient à débarquer sur les plages du golfe de Salerne dans l'opération Avalanche. C'était le Grand Paris allié, un débarquement 300 km au nord du détroit de Messine, conçu pour capturer Naples, le plus grand port du sud de l'Italie, et avancer vers Rome. La tempête sauvage, la bataille d'Italie. Les Allemands ont su la localisation exacte du débarquement allié à Salerne presque dès le premier moment. Le général Heinrich von Vietinghoff, commandant de la 10e armée allemande, a répondu avec une vitesse qui a pris les Alliés au dépourvu. Les divisions blindées allemandes, y compris la 16e Panzer-Division, ont lancé des contre-attaques qui, pendant 3 jours, ont porté la situation au bord de l'effondrement. Le 13 septembre 1943 fut le pire jour de la campagne de Salerne. Les panzers allemands ont avancé jusqu'à rester à moins de 3 km de la mer. Le général Clark est arrivé à considérer la possibilité d'un réembarquement partiel. Les ingénieurs alliés ont reçu des ordres de préparer le plan B pour une évacuation d'urgence. James Holland décrit dans The Savage Storm cette Italie de l'automne 1943 comme un pays brisé. Pasqualina Caruso, une jeune napolitaine de 19 ans, écrivait dans son journal le 4 septembre 1943. « L'Italie est déjà une terre de mort. Nous ne rions plus, nous ne chantons plus, nous ne jouons plus, nous ne profitons plus. Nous pleurons seulement et nous mourrons. » À Naples, ce qui avait été la 3e plus grande ville d'Italie, le gaz pour cuisiner avait disparu. Il n'y avait pas de charbon, pas d'eau courante. Les camions distribuaient de l'eau potable insuffisante pour la population et les foules se battaient pour en obtenir 1 litre. La contre-offensive alliée à Salerne fut soutenue par le bombardement naval le plus intense de toute la campagne italienne. Les canons du cuirassé HMS Warspite et du croiseur USS Philadelphia ont transformé le terrain en un champ lunaire. Et puis sont arrivées les divisions alliées de renfort et les Allemands se sont retirés vers le nord. Naples est tombée le 1er octobre 1943. L'arrivée des soldats alliés dans une ville en ruine et affamée fut l'un des moments les plus documentés de la guerre. Les enfants demandaient à manger, les marchés noirs fleurissaient avec les restes de ce qu'avaient laissé les Allemands. 4 jours avant l'arrivée alliée, les habitants de Naples s'étaient levés spontanément contre les Allemands dans les appelés 4 journées de Naples, un soulèvement populaire qui a coûté des centaines de vies civiles, mais qui a pressé la retraite allemande. Le chemin au nord était bloqué par une ligne de défense que le feldmarschall Albert Kesselring, commandant du théâtre italien, avait construite avec une maîtrise qui leur a valu la reconnaissance de ses propres ennemis. La ligne Bernard d'abord, la ligne Gustave après, coupèrent la péninsule italienne avec une série de positions qui profitèrent de chaque montagne, chaque rivière, chaque village niché sur un rocher. Le mont Cassin, où l'abbaye bénédictine du VIe siècle dominait la seule route vers Rome par la plaine de Lirie, devint le symbole de ce mur que les Alliés ne pouvaient pas traverser. L'hiver de 1943 à 1944 fut le plus cruel de la campagne. Dans les monts Abruzzes et sur la ligne du Sangro, les soldats alliés et allemands se sont affrontés avec des températures sous zéro, de la pluie convertie en glace, de la boue qui rendait impossible le mouvement de véhicules et la misère physique de vivre dans des tranchées ouvertes exposées au vent de l'Adriatique. L'un des commandants allemands sur cette ligne, le lieutenant Hans Golda, à la tête d'une batterie de lance-roquettes Nebelwerfer, a traversé le détroit de Messine en août 1943 avec la sensation aigre-douce de celui qui a survécu à une bataille mais sait que d'autres viendront. Dans ses notes, conservées et citées par Holland dans The Savage Storm, il décrivait l'Italie par laquelle il transitait. Rosario était très détruite. Palmi, une fois charmante ville portuaire, abandonnée et morte, maisons détruites, rues ouvertes par les bombes. La guerre était revenue en Europe continentale et l'Italie était le champ de bataille. La République de Salins, le fantôme du Dus.
Alors que les Alliés luttaient pour chaque colline dans le sud, Hitler avait exécuté l'opération la plus dramatique pour secourir son allié. Le 12 septembre 1943, un commando de parachutistes allemands sous le commandement du Sturmbannführer SS Otto Skorzeny a atterri en planeur au sommet du Gran Sasso, où Mussolini était détenu à l'hôtel Campo Imperatore. Les gardes italiens, confus et surpris, n'ont opposé aucune résistance. Mussolini fut embarqué dans un petit avion Fieseler Storch et transféré d'abord à Pratica di Mare, et puis en Allemagne, où Hitler l'a reçu. Les témoignages de ceux qui ont vu Mussolini en ces jours concordent pour le décrire comme un homme détruit. Il avait vieilli visiblement. Ses yeux, toujours décrits comme vibrants et pénétrants, étaient opaques. Il parlait à peine. À un journaliste auquel il a accordé une brève interview peu avant sa mort, il a transmis les mots qu'il a lui-même prononcés. « Je suis fini. Mon étoile est tombée. Il ne me reste aucune force pour lutter. Je travaille et j'essaie, mais je sais que tout est une farce. J'attends la fin de la tragédie et, étrangement éloigné de tout, je ne me sens plus acteur. Je me sens le dernier des spectateurs. » Hitler ne l'a pas laissé tomber. Il avait besoin de lui pour maintenir la fiction d'une Italie fasciste alliée qui justifierait l'occupation allemande du nord du pays. Mussolini fut installé comme chef de la République sociale italienne, la RSI, aussi connue comme la République de Salo, par la ville du lac de Garde, où elle avait son siège provisoire. C'était un État marionnette sans armée propre digne de ce nom, sans ressources réelles, surveillé à chaque pas par les représentants de Hitler. Depuis Salo, Mussolini a signé les exécutions de ceux qui avaient été votés contre lui au Grand Conseil. Parmi eux se trouvait Galeazzo Ciano, son propre gendre et père de ses petits-enfants. Ciano fut fusillé le 11 janvier 1944 à Vérone, aux côtés de 4 autres membres du Grand Conseil. Il est mort face au peloton comme il l'avait demandé, pour mourir en regardant ses assassins. Edda Mussolini, fille du duce et épouse de Ciano, a tenté de sauver son mari par une négociation désespérée. Elle offrait les journaux intimes de Ciano en échange de sa vie. Les journaux contenaient des informations compromettantes sur l'Allemagne. Himmler fut tenté, mais la procédure judiciaire fasciste à Vérone fut plus rapide que n'importe quelle négociation. Edda a fui en Suisse avec les journaux cachés dans son manteau. Elle n'a jamais pardonné à son père. La garde nationale républicaine de la RS1 fut l'instrument le plus actif de la terreur dans le nord de l'Italie pendant 1943 à 1945, collaborant avec les SS allemandes dans la persécution des Juifs, la chasse aux partisans et le contrôle de la population civile. Plus de 8000 Juifs italiens ont été déportés vers les camps d'extermination du Reich. La majorité n'est pas revenue. Ce fut la tâche la plus noire de toute la période fasciste, et elle s'est produite précisément quand le régime était déjà dans ses affres et dépendait complètement de l'Allemagne. Les partisans du nord de l'Italie, organisés en brigades communistes, socialistes, d'action et catholiques, sous le parapluie du Comité de libération nationale, ont grandi en nombre et en audace tout au long de 1944. Ils sabotaient des ponts, attaquaient des convois, protégeaient les pilotes alliés abattus. Les Allemands et la RS-Tanche répondaient avec une brutalité qui générait plus de partisans qu'elle n'en éliminait. La fin du rêve, avril 1945. Au début de 1945, le Troisième Reich s'effondrait. À l'est, l'armée rouge avançait depuis la Vistule vers l'Oder. À l'ouest, les Alliés avaient traversé le Rhin. En Italie, la 5e armée américaine et la 8e armée britannique préparaient l'offensive finale depuis les lignes du Pô et des Apennins. La RS-1 était déjà un cadavre qui ne le savait pas. L'après-midi du 25 avril 1945, le Comité de libération nationale du nord de l'Italie a convoqué l'insurrection générale. Les partisans ont pris Milan, Turin et Gênes. Les garnisons allemandes, négociant leur reddition, n'ont pas opposé de résistance. Mussolini a tenté de s'échapper. La nuit du 25 avril, il a traversé le lac de Côme vers Menaggio avec un convoi allemand. Il portait avec lui une valise avec des documents et sa maîtresse, Claretta Petacci, qui a refusé de l'abandonner.
Il allait déguisé avec un manteau de la Luftwaffe. À l'aube du 27 avril, dans le petit village de Dongo, sur la rive ouest du lac de Côme, une brigade de partisans communistes a arrêté le convoi allemand pour le fouiller. Un membre de la brigade a fouillé l'automobile de l'arrière-garde et a reconnu l'homme enveloppé dans le manteau. Mussolini fut identifié et arrêté. Pendant la nuit du 27 au 28 avril, Mussolini et Claretta Petacci ont été transférés à la Villa Belmonte à Giulino di Mezzegra, un hameau au bord du lac de Côme. À 4 heures de l'après-midi du 28 avril, ils ont été sortis sur un chemin et fusillés. L'exécuteur fut Walter Audisio, connu comme le partisan Colonnello Valerio. Le cadavre de Mussolini a reçu au moins 5 balles. Cette même nuit, les corps de Mussolini, Claretta Petacci et 15 autres hiérarques fascistes ont été transportés en camion à Milan. À l'aube du 29 avril, ils ont été pendus par les pieds avec des crochets de boucher aux poutres du toit d'une station-service sur la Piazzale Loreto. C'était le même endroit où, 9 mois plus tôt, les Allemands avaient pendu publiquement les cadavres de 15 partisans exécutés en représailles. La foule qui s'est rassemblée sur la Piazzale Loreto ce matin-là a déchargé sur les corps toute la rage accumulée de 20 ans de dictature, de 4 ans de guerre, de bombardements, de faim, de peur. Ils les ont frappés, leur ont craché dessus. Quelqu'un a tiré de son pistolet contre le cadavre de Mussolini qui pendait déjà immobile. Une femme a tiré 5 coups, un pour chaque fils mort à la guerre, selon ce qu'elle a dit. 2 jours plus tard, Adolf Hitler se suicidait dans le bunker de Berlin. Le bilan final, ce qui est resté d'un rêve impérial, qu'a laissé derrière lui le fascisme italien. Les chiffres sont froids mais nécessaires. L'Italie a perdu dans la guerre entre 450 000 et 500 000 soldats sur tous les fronts. Les pertes civiles sur le territoire italien pendant les opérations de 1943 à 1945 sont estimées entre 100 000 et 150 000 personnes. Les villes du Sud furent détruites dans des proportions variant entre le dommage partiel et la dévastation totale. Naples, Cassino, Foggia, Catanzaro, Reggio de Calabre furent bombardés jusqu'à devenir des décombres dans certaines zones. Le Nord, avec la résistance et les représailles allemandes, ajouta une dimension de terreur civile dont le Sud avait été épargné. L'économie italienne était en ruine. Les infrastructures, depuis les routes jusqu'aux voies de ferrée, avaient été détruites systématiquement par les Allemands lors de leur retraite. Les ponts sautés, les archives pillées, les machines démontées et envoyées au Reich. L'écrivain et homme politique italien Luigi Barzini Jr., qui avait connu le régime et souffert sous lui, l'a résumé avec une dureté qui mérite d'être rappelée. Le fascisme avait créé un pays spartiate imaginaire dans lequel tous les hommes devaient feindre qu'ils étaient des soldats héroïques, toutes les femmes des matrones romaines, tous les enfants des baliyas. Cela fut fait au moyen de slogans, de drapeaux, de discours incendiaires depuis des balcons, de musique militaire, de rassemblements de masse, de défilés, d'uniformes voyants, de médailles, de tromperies et de distorsions constantes de la réalité. Les Italiens se sont réveillés trop tard de leurs rêves artificiels, ceux qui vivaient encore, affamés, désespérés, discrédités. 8564 Juifs italiens furent déportés vers les camps d'extermination nazis. Moins de 1000 ont survécu. L'homme qui a tout commencé, l'enfant qui a reçu un coup de poing d'Orsi Giaconna dans un champ de raisins de Dovia en 1890, gisait suspendu à un crochet à Milan. Son père Alessandro lui avait enseigné de ne jamais se plier devant le plus grand tyran. Mais le plus grand tyran de tous avait été lui-même, et le monde qu'il a prétendu dominer l'avait plié avec une violence qui égalait la sienne. L'expérience fasciste italienne a duré 23 ans. Elle a commencé avec la promesse de restaurer la grandeur de Rome et a fini sur la Piazzale Loreto avec un homme qui avait confondu le pouvoir avec l'histoire et la violence avec la force. Il y a une distinction entre ces deux choses que le fils du forgeron de Predappio n'a jamais totalement comprise. Ou peut-être l'a-t-il comprise trop tard, là-bas, à la Villa Belmonte, sur les rives du lac de Côme, dans l'après-midi du 28 avril 1945, quand le chemin par lequel ils l'ont sorti était humide et le soleil déclinait déjà sur les Alpes.